Bonjour à tous, heureux de vous retrouver encore ce jour dans le cadre de la revue des Grandes Unes avec les invités déjà sur le plateau, les invités qui vont analyser, commenter, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais avant de leur donner la parole, nous faisons un tour dans les kiosques ce matin avec la nouvelle expression qui parle notamment des Lions indomptables, retour de Sébastien Basson et Joël Matip. La liste de Volker contient quelques curiosités dont la présence de Sally Edgar dans la liste d'attente, c'est-à-dire en page 4 du journal La Nouvelle Expression. Le journal parle également de recherche d'emploi, un nouveau mode de recrutement en vogue. Plusieurs entreprises sont tournées de plus en plus vers les recrutements en ligne, c'est-à-dire en page 7 du journal. Rentrée scolaire, on parle déjà. Les parents toujours surpris à l'aube de la rentrée scolaire. Les familles ne savent plus à quel sens se vouer. Ambiance donc dans certaines familles à découvrir dans le journal en page 3 du journal. Et puis, commune d'Auvain, l'ex-maire accusé de détournement de 191 millions de francs CFA. La défense crie au scandale et soulève des exceptions de nullité absolue à découvrir aussi en page 2 de la Nouvelle Expression. Le Messager est également disponible ce matin. Le Messager s'intéresse au tribunal. Un ex-ami d'Etofis traîné en justice et sommet Bikit. Serge Alain est accusé d'avoir escroqué 32 millions de francs CFA à un fils de Sassou Nguesso, Rodrigue Nguesso, c'est son nom, c'est-à-dire en page 3 du journal. Et puis le journal parle également de la CSTC. Que se passe-t-il là-bas? Zambo Amourou suspendu, nous apprend le Messager. Le président de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun est donc accusé d'indiscipline à lire en page 4 du journal. Yabassi, des RDPcistes invités à rallier l'UFP. Le renouvellement des organes du parti au pouvoir coïncide avec l'offensive du parti d'Olivier Billet dans l'ONCAM. À découvrir en page 2 de ce même journal, Le Messager. Ouest Littoral s'intéresse à la fausse interview du général Pierre Semengue. En 1984, les nordistes se sont tués entre eux. C'est une question. Quelques éléments de réponse sont à lire de la page 6 à la page 7 de ce journal, Ouest Littoral, qui parle également de l'expulsion au Palais des Congrès. Après le Sénat, le RDPC qui n'est qu'un parti politique, fut-il au pouvoir, occupe l'essentiel même des locaux du Palais des Congrès, et cela fait 30 ans qu'ils accumulent donc les impayés de loyers, curieusement. Alors, c'est à lire aussi en page 5 de ce numéro qui est également dans les kiosques ce matin. Le journal parle des meetings de Kamto à Bafoussam. La dernière réunion sur le sujet a eu lieu le week-end dernier, à lire en page 4 de ce numéro. Europe Plus est aussi disponible. Le journal parle de promotion dans l'armée. Une question, à qui profite la nomination des généraux? C'est la grosse question à lire en page 6 du journal. Le journal qui parle aussi de rentrée scolaire entre installation de nouveaux responsables et fébrilité dans les ménages. C'est à découvrir en page 4 du journal Europe Plus de ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, du moins celle que nous avons reçue à notre rédaction. Et pour commenter ces quelques sujets, Camille Nélé, bonjour. Flavien Malonongo, bonjour. Bonjour téléspectateurs de Kinox et spécialement les fans de la revue des Grandes Unes qui sont très très nombreux. Voilà, merci. Vous êtes journaliste d'investigation, spécialiste des questions des enquêtes criminelles, ça il faut le dire. Affirmatif. En même temps, consultant Equinox Télévision. Merci d'être là. En face de vous, votre acolyte de tous les mardis. Thierry Nyopé, bonjour. Bonjour Flavien Nongo, bonjour également aux téléspectateurs d'Equinox Télévision, bonjour Audouin Kaminele. Voilà, vous êtes journaliste également et directeur de publication. Beaucoup de responsabilités en tout cas, pour vous uniquement. Alors, Europe Plus s'intéresse ce matin à une question que l'on peut découvrir donc en page 7 de ce journal. À qui profite la nomination des généraux? Oui, c'est une énorme question posée sur 5 colonnes à la une à Europe Plus qui relance en fait le débat suscité par justement la dernière nomination des généraux par le chef de l'État. Bon, la question est posée, mais quand on va dire le prétexte de la question, en fait, c'est toujours le même qui est posé. C'est-à-dire que pourquoi Paul Biya a-t-il seulement nommé des généraux au niveau de l'armée de terre et pas dans les autres corps? Bon, cette compréhension, cette interrogation est compréhensible. Elle est même assez chaudement discutée aujourd'hui au sein de l'armée, qui se dit que, bon, de deux choses, où le président de la République est en train de préparer une deuxième vague de nomination de généraux, ou alors c'est bon, le compte est bon.
Encore que dès la fin de la semaine dernière, on a vu le ministre de la Défense remettre des attributs à ces généraux. Mais il faut aussi se dire, et nous l'avons souvent dit ici à la Revue des Grandes Unes, que cette nomination a été accueillie de manière assez tiède, dans la mesure où il se pose 2 ou 3 problèmes au niveau des généraux en actif dans l'armée camerounaise. Le premier, c'est qu'il existe au moins à tout le moins, presque une dizaine de généraux qui sont complètement off, c'est-à-dire comme malades, très vieux, pratiquement grabataires, et qui ne sont là que pour porter les tenues de 20 mains et pour se retrouver dans leur bureau, alors qu'ils sont devenus complètement improductifs. On les connaît, ils sont connus, le ministre de la Défense le connaît, le président de la République lui-même le sait, mais au lieu de les envoyer en deuxième section, ou carrément les envoyer à la retraite, parce que, curieusement, dans l'armée camerounaise, il n'y a pas encore eu de retraités. Aucun général n'est parti en retraite. On a envoyé le général Sémé, les généraux Semengue, Omar Ojam Yaya, je crois Nganso aussi, quelques autres en deuxième section, mais ils continuent à toucher de l'argent, ils sont toujours à disposition du chef de l'État. Donc il y a ce problème de renouvellement des effectifs, parce qu'aujourd'hui, à ce jour, il y a, avec les 5 derniers généraux, l'effectif est de 30. Bon, il était de 32. Avant la mort il aurait pu être de 32 si le général Mambou et le général Amadiko n'étaient pas morts l'année dernière. Mais il y a aussi l'autre problème qui se pose au niveau territorial. Parce que vous savez aujourd'hui que les commandants de région sont des généraux. Mais il se trouve que le commandant de région de gendarmerie numéro 1 est un général. Mais le commandant de région de gendarmerie, de la région de gendarmerie numéro 2 est un colonel. Le commandant de région de gendarmerie numéro 3 est un colonel. Le commandant de région de gendarmerie numéro 4 est un colonel. Et ces colonels sont au-dessus commande des commandants de légion qui sont eux-mêmes des colonels. Donc ce problème aussi se pose parce que les gendarmes se demandent mais pourquoi est-ce qu'un colonel va commander des colonels? On s'attendait à ce qu'à tout le moins il y ait des généraux qui commandent maintenant des régions de gendarmerie. Ce problème est là. Et il y a enfin le dernier problème, c'est qu'il faut vraiment que le chef de l'État rende ces généraux crédibles en ne gardant dans l'armée que des généraux qui peuvent encore être capables de faire 2 ou 3 kilomètres à pied. Alors, ça peut être un exemple des journalistes aussi. C'est un journaliste qui commande des journalistes de toute façon dans certaines rédactions. Non, c'est pas valable. C'est pas valable. La comparaison n'est pas raison à ce niveau-là. Voilà, merci. Alors, c'est à lire dans la presse ce matin. C'est une question en fait que se pose Europe Plus, parlant de promotion dans l'armée. La promotion, on sait que il y a quelques jours seulement que le chef de l'État a décidé ainsi. En fait, le doyen a suffisamment élagué la question et il est revenu sur des détails que nous avions d'ailleurs discutés avant l'entame de cette émission. Donc, toujours est-il que le problème se pose, on l'a suffisamment posé ici. On se rappelle que quand le chef de l'État avait donné des médailles de la vaillance aux éléments du BI, nous étions pleins et on s'était fait justement la voie des sans-voix et quelques semaines plus tard, le chef de l'État a dû corriger en donnant également des médailles de vaillance à d'autres corps. Donc le problème se pose. Il est clair que pour l'instant, ce sont les colonels du génie militaire qui ont été jusqu'ici promus généraux. On espère que la gendarmerie, qui a également joué un rôle extrêmement important dans la guerre asymétrique contre la secte islamique Boko Haram. Et qui continue de jouer. Qui continue d'ailleurs à le faire. On espère également que ce corps verra ces colonels promus, généraux. Le doyen suffisamment est suffisamment revenu sur les aspects d'ordre, par exemple, de répartition spatiale et territoriale. Ce problème se pose. Ces colonels attendent effectivement des nominations également. N'oublions pas que la gendarmerie a également perdu un général qui avait... le général Mambou. Du coup, il était gendarme aussi. Donc, à ce niveau, on s'attendait également qu'il y ait un renouvellement de la classe. Et effectivement, les généraux camerounais sont suffisamment vieux. Il faut un renouvellement de la classe à ce niveau. On espère donc que ces jeunes qui sont là, pas aussi jeunes que ça, mais toujours est-il que par rapport à ceux qui sont actuellement en fonction, devraient être promus. Ils sont aussi capables. On a des généraux qui, que l'on ne vous ment pas, sont incapables de faire en 100 mètres. À pied, ça met à pied, pas à la course. Ça met à marche. Donc, le problème est très sérieux. Il mérite vraiment d'être pris avec beaucoup d'intérêt. Vivement justement que le chef de l'État, qui a l'habitude
de surprendre les Camerounais, fera une fois de plus, ou fera Surprendre une encore. fois de plus une surprise à ces généraux, à ces colonels Alors, qui pourraient être promus généraux. D'accord. C'est un article à lire donc en page 7, en page 6 en tout cas de Europe Plus de ce matin. Promotion dans l'armée. À qui profite la nomination des généraux? C'est la question. Les réponses sont à lire dans le même journal. Ouest Littoral a un titre qui fait jaser encore ce matin. Fausse interview du général Pierre Semengue en 1984. Les nordistes se sont tués entre eux. C'est une question en fait que se pose le journal. C'est une question que se pose le journal, mais il faut dire que l'interview, du moins cet article qui bat à la grande une de l'Ouest littoral, moi je dis que c'est le côté qui est fascinant de Ouest littoral. Ouest littoral a cette capacité de rendre la lecture intéressante en jouant aussi bien avec la dérision qu'avec la satire. Et moi, j'ai beaucoup aimé le titre. J'ai beaucoup aimé le titre parce que l'interview, parce qu'il s'agit là d'une interview fiction. C'est un genre de journalisme qui est assez difficile à maîtriser, mais qui évolue dans le domaine du journalisme satirique où on fait parler quelqu'un qui est bien vivant, mais tout simplement pour le prendre au mot par rapport à une déclaration faite quelques temps plus tard. Et moi, je pense que cette interview de Ouest Littoral, elle est pimentée, elle est bien pimentée, et ramène en réalité sur le devant de la scène le problème de la répression post-coup d'État en 1984. Vous savez que ce coup d'État avait été fait par des éléments de la garde républicaine qui étaient en majorité du Nord et qu'il y a eu une répression vraiment aveugle, non seulement sur les militaires, mais même sur les élites du Nord. On avait même constaté à cette époque que cette répression avait été le prétexte pour décapiter l'élite nordiste. C'est pour ça qu'il y a beaucoup, c'est-à-dire que beaucoup d'élites nordistes aux quatre coins du Cameroun ont été arrêtés. On sait très bien que M. Issa Chiroma ne serait peut-être pas ministre aujourd'hui s'il n'était pas nordiste. Parce qu'on a arrêté les nordistes partout. Il était à Douala, un petit ingénieur en télécom tranquille dans son coin qui n'avait rien à voir avec le putsch. On l'a arrêté, on l'a envoyé en prison. Il a fait 6 mois. En sortant de prison, il est devenu militant d'un parti politique. Bon, mais cette interview de Ouest Littoral, en réalité, vient régler le compte de l'interview du général Semengue sur le maquis. Il revient sur le maquis. Ce que je peux dire, c'est qu'au-delà de cet aspect satirique assez intéressant, qui vient maintenant culpabiliser les dirigeants de ce pays en disant que vous avez tué les gens, en 1984 et ces gens-là, vous voulez donc dire aujourd'hui que ce sont seulement les Nordiques qui sont tués entre eux. Pour répondre du tac au tac à cette déclaration du général Semengue que les gens s'étaient tués entre eux pendant s'il vous plaît, Flavien Valonongo, pendant et après les indépendances. Mais il n'en demeure pas moins. Parce qu'aujourd'hui, le problème de l'histoire du Cameroun se trouve au centre du débat. Le centre du débat, et moi je pense que c'est une façon définitive d'interpeller les historiens et les sociologues à amener les uns les autres à s'asseoir et à écrire vraiment l'histoire du Cameroun, mais alors l'histoire factuelle du Cameroun. Il ne faudrait pas que cette histoire soit uniquement instrumentalisée par les hommes politiques ou par ceux qui veulent criminaliser, culpabiliser ou tout simplement sanctifier certaines personnes de l'histoire du Cameroun. L'histoire d'un pays est faite par des hommes et non pas des anges d'un côté et des démons de l'autre, et non pas des bourreaux d'un côté et des victimes de l'autre. Aussi bien pendant le maquis. Est-ce que Ouest Littoral ne fait pas aussi son histoire en ce moment? Ouest Littoral, je ne sais pas si Ouest Littoral fait son histoire, mais seulement il y a une chose. Jean-Paul Sartre disait dans une de ses formules lapidaires que l'histoire, c'est des histoires. Et moi, j'ai l'impression que l'histoire du Cameroun aujourd'hui, on est en train tout simplement de la saucer en une série, en une myriade, une kyrielle d'histoires, en réalité, qui ne trouve aucune convergence. Parce que l'histoire, c'est des faits. Quels sont les faits? Qu'est-ce qui s'est passé dans la Sanaga maritime avec les Matakadaput, les Lieutenant Leba, les Paglan Bichoka? Étaient-ils des nationalistes? La question se pose, c'est les historiens qui peuvent déterminer. Qu'est-ce qui s'est passé dans le Mongo? Qu'est-ce qui s'est passé dans le Hongkam, où par exemple une commune, un groupement de villages comme, comment il s'appelle, Fotuni, était vraiment le sanctuaire du maquis, où des villages entiers ont été rasés. Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui se passait? Le problème, c'est de dire ce qui s'était passé et surtout de contextualiser. Le Cameroun de 1960, de 58 à 70, n'est pas le même qu'aujourd'hui. Donc, ceux qui veulent s'amuser à faire de l'histoire, en ramenant l'histoire, ou en devenant... Éviter de saucissonner donc l'histoire. Une phrase pour terminer, ou en faisant tout simplement de la vindicte rétrospective.
parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui, doit savoir que l'histoire, il faut l'écrire. Et aujourd'hui, je pense que les historiens vont prendre à cœur l'histoire du Cameroun. Très bien. Alors, c'est donc un sujet qui fait jaser depuis, en tout cas, Ouest Littoral en a fait son propre cas. Ce n'est pas la seule une, en tout cas, de Ouest Littoral. Plusieurs, depuis pratiquement une semaine, deux, Ouest Littoral ne cesse de revenir sur la question. Ce qui démontre que le problème ou la problématique de l'indépendance du Cameroun se pose avec beaucoup d'acuité. J'en ai même fait le thème de mon émission dimanche dernier sur une chaîne de télévision consoeur où je revenais justement sur les indépendances du Cameroun, ou la période d'avant et après les indépendances du Cameroun. Et effectivement, quand on regarde les archives qui ont été mises à la disposition du grand public jusqu'ici, quand on écoute certains historiens qui sont encore vivants, quand on écoute même certains partis politiques qui avaient fait le combat pour les indépendances du Cameroun, on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui méritent d'être dites et redites. Donc à ce niveau, les historiens de ce pays devraient réellement s'asseoir pour donner la vraie histoire aux jeunes générations. Nous, on a quelques éléments de cette histoire parce que nous avons lu, parce que nous sommes rapprochés des gens. Il y a encore des gens qui ont été des témoins privilégiés de cette page sombre de l'histoire du Cameroun. Et ces gens vivent. Il faudrait effectivement que, même au niveau des journalistes que nous sommes... Et qu'est-ce qui fait problème? Pourquoi ces personnes ne sortent pas, ne racontent pas cette histoire? Justement, il se trouve qu'il y a eu à une certaine époque, il y avait des noms qui étaient proscrits, il ne fallait pas prononcer, il ne fallait pas dire. Beaucoup de nationalistes, beaucoup de Camerounais ont perdu leur vie. Le Cameroun a traversé une... quoi qu'on dise, nous on a écouté le propos de Mesmer qui, effectivement, Mesmer souligne effectivement qu'ils étaient dans une dynamique de mise en place d'un État véritablement moderne et des gens comme Robin Oumniobé refusaient cet état de choses et par conséquent se mettaient en rébellion. Et parce qu'ils étaient en rébellion, il fallait nécessairement les tuer. Ce sont des propos de Mesmer qui sont diffusés actuellement dans plusieurs coffrets, notamment de Archives d'Afrique. Donc voilà autant d'éléments qui nous montrent quand même que beaucoup de choses n'ont pas encore été dites jusqu'à présent. Quand on parle de charnier humain, on vous dit par exemple qu'en Gambie, il y en a eu. C'est vrai que des nationalistes également ont commis des crimes contre d'autres Camerounais qu'ils qualifiaient de suppôts ou de collabos du colon. Donc il fallait nécessairement, parce que effectivement l'indépendance du Cameroun telle que cela avait été donné, ils n'étaient pas d'accord, tel que cela était même pressenti, ils n'étaient pas d'accord. Ils avaient émis un certain nombre de points. À l'ONU, on se rappelle qu'Oubien Oumniobé y est parti pour énoncer un certain fait par lesquels le Cameroun devait passer pour accéder à l'indépendance. Cela n'a pas été fait. L'indépendance a été donnée d'une certaine manière. Donc il y a tout cela qu'il faudrait restituer jusqu'au niveau du point. Parce que n'oublions pas que l'indépendance du Cameroun, la nomination d'un Bida avant les indépendances, l'arrivée d'Aïdjo après les indépendances ou pendant les indépendances de 1960, le 1er janvier, et suivi notamment de son départ en 82 avec l'arrivée de Paul Biya, tous ces éléments-là s'embriquent jusqu'au coup d'État. Il faudrait effectivement que, parce qu'on dit même que c'est à partir de ce coup d'État, on dit que c'est à partir de ce coup d'État que le chef de l'État, Paul Biya, a dû se replier sur son ethnie pour ne faire confiance qu'aux siens parce qu'il a fait confiance aux autres et les autres ont failli le lapider. Donc il y a tout cela qu'il faut retranscrire. Voilà. C'est à lire dans la presse. En tout cas, Ouest Littoral rappelle quand même dans une fausse interview du général Pierre Semengue de 1984 à ce jour, plusieurs choses qui sont racontées dans cette fausse interview. Vous voulez ajouter quelque chose d'autre? Oui, je voulais ajouter, Thierry Nyompé a dit qu'il faut absolument que les gens s'assoient, je l'ai dit aussi, mais je pense qu'il y a un autre élément fondamental, il y a des témoins et des acteurs qui sont encore vivants, qui devraient nous dire ce qui s'est passé exactement. Parce que ce qui intéresse l'histoire, c'est les faits, ce n'est pas des supputations, ce n'est pas des spéculations, ce n'est pas des mythes. L'histoire, ce n'est pas une idéologie, l'histoire, c'est les faits. Et ces faits-là, on les prend, on les exploite et maintenant on les contextualise. Le problème aujourd'hui, c'est que, par exemple, le général Semengue, qui a été le responsable de l'armée dans la Sangha maritime, ensuite à l'ouest, le colonel Etone Koto, qui a pris sa place à Edea et encore Samba, le général Samobo, dont on a exterminé toute la famille, parce que le père, la mère et les frères et les sœurs du général Samobo ont été tués
par des maquisards. Est-ce que c'était des nationalistes? Était-ce des bandits? Le problème reste toujours posé. Et maintenant, l'autre grand problème et la grande question qu'il faut toujours se poser, au-delà de l'action de ceux qu'on appelle aujourd'hui des nationalistes et qui ont une grosse auréole au-dessus de la tête, c'est que pendant toutes les tueries, parce qu'il y a eu des tueries entre la Sénégal-Maritime, le littoral et l'Ouest, combien d'hommes politiques se sont élevés pour dire que ce qui se passe, ce n'est pas nous? Combien d'acteurs supposés être combattants de tel parti, combien on dit aujourd'hui à travers les journaux, parce qu'ils avaient des communications, que ce qui se passe dans telle personne qu'on a tuée, ce n'est pas dans le sens de la logique. Personne. Oui, mais n'oublions pas qu'ils n'avaient pas, les médias n'étaient pas pour eux, l'État n'était pas pour eux, ils étaient carrément poussés dans des forêts, dans le maquis. On se rappelle, quand vous écoutez Mesmer, dit on l'a traqué. On avait fait des grands camps, on avait réuni des petits villages en des grands villages. Et il fallait traquer tous ceux qui n'étaient pas dans ces environnements-là. Et on se rappelle même de cette phrase culte, hors de ces barrières se trouve la bête féroce et l'homme criminel qu'il faut abattre. Ce sont autant d'éléments. Donc, ceux qui n'étaient pas pour étaient nécessairement contre. Devrait-il s'exposer. Là, on se rappelle que même Monseigneur Mongo a été envoyé pour convaincre Oumiobe. Oumiobe a dit, pas dans ces conditions-là. On lui a dit, mais viens concourir, viens pour les élections. Comment on peut se présenter à une élection quand on n'a pas de parti politique? N'oublions pas que l'UPC a été suspendu en 1955. Voilà, laissons le temps à nos téléspectateurs d'aller. L'histoire mérite donc d'être écrite. En tout cas, il faut que chacun se lève pour dire sa part de version. Et j'imagine que... C'est pas une question de part, il faut que tout le monde se mette d'accord. Oui, mais d'accord. D'accord, après avoir raconté chacun sa part de version et peut tomber d'accord, c'est ça complètement. Il est vrai que quelqu'un dit que l'histoire, c'est une succession de mensonges sur lesquels tout le monde s'est mis d'accord. En tout cas, alors, Ouest Littoral parle de fausses interviews du général Pierre Semengue en 1984. Les nordistes se sont tués entre eux. C'est une question, ça il faut le rappeler. Et c'est à lire dans le journal de la page 6 à la page 7. Pour sortir, un mot de Le Messager qui parle de Yabassi, des RDPcistes invités à rallier l'UPF. C'est le parti notamment d'Olivier Billet, dans l'ONCAM, où il a un seul maire. Il a eu la chance en tout cas d'avoir un seul maire. Voilà un parti politique qui a un seul maire et qui a gagné une élection avec un seul militant. C'est-à-dire que le maire, lui-même, Maboula, qui était 2 semaines avant encore militant du RDPC. Vous savez, le problème de c'est un problème vraiment complexe qui a ému énormément le comité central, où on a vu pour la première fois, et sur toute l'étendue du Cameroun, un parti gagner une élection dans une circonscription où il n'avait même pas un seul candidat. Et par la suite, comment c'est passé? On sait que tout est parti de la frustration de l'un des candidats ou d'une partie, d'une liste de candidats qui était dans la liste consensuelle, qui a décidé de faire bande à part et de sortir l'un justement de ces militants pour le mettre sur le terrain en lui donnant maintenant les moyens logistiques et tout ce que pour que l'élection soit gagnée et que ce sont en fait les militants du RDPC qui ont fait perdre le RDPC dans le camp. Donc aujourd'hui, le maire de Yabassi, qui était RDPC, je le dis bien jusqu'au moment où il se présentait à l'élection, est devenu un militant UPF. Il demande aujourd'hui à la population de voter UPF. Qu'est-ce qui va se passer? Entre-temps, je sais que le RDPC a eu le temps de refaire le ménage, de se poser des questions sur cette inexplicable victoire. Mais ça va être chaud dans le camp entre justement l'UFP, c'est l'UFP ou l'UPF? L'UPF avec le RDPC, parce qu'il faut aussi dire qu'entre-temps, il y a eu beaucoup d'eau qui a coulé sur le camp. Voilà. Oui, n'oublions pas que l'ONCAM, comme la Sanaga Maritime et plusieurs autres contrées de ce pays, est entièrement plongé dans un état de paupérisation terrible. Les routes sont impraticables, surtout en saison pluvieuse. Il est impossible de rallier l'ONCAM. Alors nous parlons, d'ailleurs tout le monde avait encore vu le bourbier de Babadou. La faute à qui? La faute à qui? La faute justement au RDPC, c'est la raison pour... Oui, mais justement parce que, quoi qu'on dise, le RDPC est le parti, d'aucuns disent proche du pouvoir, d'aucuns disent au pouvoir, mais toujours est-il que c'est le RDPC qui est au pouvoir. Ce sont ces élites, notamment Pierre Moukokom Bonjo, le professeur Titi Pierre et les autres, qui effectivement sont au gouvernement. C'est à eux de défendre les intérêts de cette contrée-là. C'est pour cette raison que le maire Maboula profite justement de cet état de population pour dire à cette population, il dit qu'il s'est battu, vous voyez, le RDPC n'a rien donné, venez
à l'UFP, peut-être que là est notre porte de salut. Voilà, merci. Merci à vous, chers messieurs, d'être venus commenter ces sujets ce matin. Il reste que les téléspectateurs se rabattent au niveau des kiosques pour avoir chacun un exemplaire d'un journal, Le Messager, La Nouvelle Expression, Europe Plus et également Ouest Littoral pour lire l'actualité du jour. Merci, bonne journée à vous. Et le prochain rendez-vous avec la revue des grandes unes, c'est demain, lorsqu'il va être 9h30. D'ici à là, restez sur Equinox. Tout à l'heure, c'est Equimag sur Equinox. Au revoir.